Ma famille a dit à mes enfants que le Père Noël ignorait les petits, extra, fauchés comme eux. Pendant ce temps, ils offraient à l'enfant de mon frère une montagne de cadeaux hors de prix. Mon enfant a pleuré pendant tout le trajet du retour. La veille de Noël, je me suis garé devant chez eux avec quelque chose qui a fait sortir tous les voisins. Le sourire de ma mère a disparu, avant même qu'elle n'ouvre la porte. Le sac cadeau a touché le sol, bien avant que la main de ma fille n'ait fini de l'ouvrir. Du papier de soie d'un magasin à 1 euro. Un paquet de feutres sans marque, dont un manquait dans l'étui, un livre de coloriage à la reliure pliée, dont les 6 premières pages étaient déjà coloriées. Et, à l'extérieur du sac, écrit au marqueur noir avec l'écriture de ma mère, il y avait 2 mots, extra 1. Le sac de mon fils, Jude, était identique. Un livre de coloriage bon marché et corné, avec une simple canne en sucre collée sur le côté à l'aide de rubans adhésifs. Extra 2, était inscrit sur le devant. De l'autre côté du salon, Parker, le fils de mon frère Blake, était assis au milieu d'un canyon de papier cadeau. Il y avait un drone dans une boîte de la taille d'une petite télévision, une tablette dans un étui en cuir, et un camion télécommandé avec sa station de charge. 4 autres boîtes étaient encore emballées. Ma mère était à genoux à côté de Parker. Elle l'aidait à décoller le ruban adhésif de la boîte du drone. Mon père, Hank, était installé dans son fauteuil inclinable. Il tenait un verre rempli d'un liquide sombre, et observait la scène comme un homme regarde un match de football sur lequel il a déjà parié. Reine avait 8 ans. Elle a regardé le sac. Elle a regardé l'écriture au marqueur. Elle a regardé la pile de cadeaux de Parker. Elle n'a rien dit, pendant 4 longues secondes. Et ces 4 secondes furent les plus longues de ma vie. Je la regardais essayer de donner un sens à tout cela, dans une tête d'enfant qui croyait encore au Père Noël. Puis, elle a demandé très doucement, « Papa, pourquoi le Père Noël nous a oubliés ?» Ma mère a répondu avant même que je ne puisse le faire. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas tourné la tête. Elle a dit cela de la même manière qu'elle a prononcé la plupart des pires choses de sa vie, de côté, tout en faisant autre chose. La phrase était déjà terminée dans son esprit, avant même de franchir ses lèvres. Parce que le Père Noël sait quels enfants appartiennent à cette famille, et lesquels ne sont que des extras que leur père traîne avec lui. Parker est un Caldwell. Votre mère n'est plus là. Et votre père répare des chaudières pour gagner sa vie. Le Père Noël ne gaspille pas de vrais cadeaux pour des petits extras fauchés. La femme de Blake, Tiffany, tenait une flûte de champagne à la main. Elle a pris une gorgée. Elle n'a pas levé les yeux. Mon père a ajusté le repose-pied de son fauteuil. Parker a déchiré le coin d'une autre boîte. Jude avait 6 ans. Il n'a pas compris ce qui venait d'être dit, mais il a compris le message des sacs. Il a compris que Parker avait un drone. Et que lui, il avait une canne en sucre collée sur un sac bon marché, sans la moindre trace du nom de sa mère décédée, avec un simple numéro à la place de son propre prénom. Reine a posé le sac sur le tapis, très soigneusement. Avec cette délicatesse qu'elle utilise pour les choses qu'elle ne veut pas casser. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient embués, et son menton faisait ce petit mouvement crispé, juste avant de se mettre à trembler. Elle n'a pas pleuré dans le salon. Elle a attendu que nous soyons dans le camion. J'ai porté Jude sur ma hanche jusqu'à l'allée. De ma main libre, j'ai tenu celle de Reine. Je n'ai pas dit un seul mot aux personnes présentes dans cette maison. Je les ai attachés tous les deux à l'arrière. Je me suis installé au volant. Et j'ai quitté l'allée de Ridgemont Drive à 15h47, l'après-midi du 23 décembre. Reine a fondu en larmes, avant même que j'atteigne le panneau stop au bout de la rue. Elle a pleuré pendant les 22 minutes de trajet, jusqu'à notre appartement sur Birchland. Elle ne faisait pas de bruit. Elle émettait ces petits sons qu'un enfant fait lorsqu'il essaie de retenir ses larmes, sans y parvenir. Des sons étouffés, brisés, humides. Jude, lui, s'est endormi, la tête appuyée contre la vitre. Reine a décroché le manteau rouge de Maggie, situé derrière le siège passager. Elle s'est enroulée dedans, comme elle le fait toujours quand elle a besoin de sa mère, et que celle-ci n'est plus là. Le manteau en laine rouge de Maggie. Elle l'avait porté à chaque Noël, pendant 8 ans. Elle l'avait acheté le premier hiver de notre mariage, dans une friperie sur East 3rd, pour 11 €. Et elle l'a porté jusqu'à ce qu'il s'imprègne de l'odeur de son shampoing, de son café, et de la lotion à la lavande qu'elle appliquait sur ses mains avant de dormir. Maggie est décédée il y a 26 mois.
Le manteau est toujours accroché près de notre porte d'entrée. Ren y plonge son visage en rentrant de l'école, lors des journées difficiles. Jules ne le fait pas. Il ne se souvient pas de son odeur. C'est un autre type de deuil. Je regardais Ren dans le rétroviseur, le manteau rouge remonté jusqu'au menton, les yeux fermés, des larmes coulant le long de ses joues pour s'échouer dans le col. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli retourner dans cette maison, pour leur hurler toutes ces phrases qui s'accumulaient dans ma poitrine depuis l'âge de 19 ans. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à rouler, car ce que je préparais depuis une semaine, ce n'était pas des phrases. C'était tout autre chose. J'installe des systèmes de chauffage et de climatisation pour gagner ma vie. Je fais cela depuis 14 ans. Je suis certifié par l'EPA, agréé par l'État, assuré, et je possède une petite entreprise appelée Caldwell Climate System. Je gère 3 camions, j'emploie 2 techniciens à temps plein, ainsi qu'une répartitrice à temps partiel qui travaille depuis sa cuisine à Kettering. Je m'appelle Grayson. Se racle la gorge, j'ai 38 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres sur Birchland, avec ma fille, mon fils, et un manteau en laine rouge appartenant à une femme qui ne reviendra jamais le porter. Je suis doué dans mon métier. Je peux entrer dans une maison, entendre un compresseur à 3 pièces de distance, et vous dire immédiatement s'il s'agit d'un condensateur, d'une fuite de réfrigérant, ou d'une plaque défectueuse. Je suis capable de dimensionner une chaudière pour une maison de 150 mètres carrés, de tête, tout en mangeant un sandwich. Je ne fais pas de publicité. Je travaille uniquement grâce au bouche à oreille. Mes évaluations sont excellentes. Ma licence n'a jamais fait l'objet de la moindre plainte. Il y a 3 ans, j'ai installé un système CVC complet dans la maison de mes parents, sur Ridgemont Drive. Une chaudière à gaz à 2 étages, un condenseur de 3 tonnes, de nouveaux conduits dans le vide sanitaire, un thermostat intelligent, et un humidificateur central. Le tout représentait 34 000 € de main-d'œuvre et de matériaux. Je ne leur ai rien facturé. J'ai réalisé les travaux pendant les week-ends, sur une période de 6 semaines. Gilles, mon technicien principal, m'a aidé à passer les tuyaux. J'avais également rénové leur cuisine, l'année précédente. De nouveaux placards, des plans de travail, une crédence, un évier encastré, un broyeur à déchets. Valeur totale, 22 000 €. Là encore, je ne leur ai pas demandé un centime. C'était 56 000 € de travaux que j'offrais à mes parents, simplement parce qu'ils étaient mes parents. Et aussi parce que Maggie, avant de tomber malade, m'avait dit, ils vieillissent, Gray. Répare leur maison, c'est la bonne chose à faire. Maggie disait toujours ce qu'il fallait. Elle a toujours cru, à tort, que mes parents étaient de bonnes personnes, car elle pensait cela de tout le monde. C'était d'ailleurs le trait de caractère de Maggie qui était à la fois le plus beau, et le plus coûteux. Mes parents ont raconté au reste de la famille que c'était Blake qui avait payé pour ses rénovations. L'intégralité. Le chauffage, la climatisation, la cuisine. Le nom de Blake était sur toutes les lèvres, à Thanksgiving, à Pâques, à chaque réunion de famille depuis 3 ans. Blake a pris soin de nous. Blake est celui qui répond présent. J'ai découvert cela il y a 11 jours. Ma cousine Sheila me l'a mentionné, par hasard, dans une station-service alors que je faisais le plein de mon camion. Elle a dit, Blake a vraiment fait du beau travail dans la cuisine de tes parents. J'ai répondu, Blake? Elle a confirmé, oui, ta mère l'a dit à tout le monde à Pâques. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai simplement fini de faire le plein, et je suis parti vers mon intervention suivante. C'était le 12 décembre. 5 jours plus tard, le 17 décembre, j'ai reçu un message vocal sur ma ligne professionnelle. Il provenait d'une femme nommée Denise Blackwell. Elle s'est présentée comme enquêtrice en sinistre pour Midland Property Insurance. Elle effectuait un suivi de routine concernant une déclaration de dégâts des eaux, déposée 14 mois plus tôt par Anke Darlene Caldwell, à l'adresse de Ridgemont Drive. Elle a précisé que la déclaration mentionnait mon entreprise, Caldwell Climate System, avec mon numéro de licence OVAC 417, comme entrepreneur chargé des réparations. Elle a ajouté que le dédommagement versé s'élevait à 23 400 €, et qu'elle avait besoin de vérifier l'étendue des travaux. Je n'avais jamais entendu parler de cette réclamation. Je n'avais jamais effectué de réparation liée à un dégât des eaux dans cette maison. Et je n'avais absolument jamais autorisé l'utilisation de mon numéro de licence, sur un quelconque document d'assurance déposé par mes parents, ou par qui que ce soit d'autre.
J'ai rappelé Denise le lendemain matin. Si c'est pour cette histoire que vous êtes ici, abonnez-vous à Le Coin Reddit et restez avec moi. J'ai donc rappelé Denise, et cet appel a ouvert une porte que je n'ai jamais pu refermer depuis. Denise Blackwell était très précise. Elle s'exprimait comme le font les experts en assurance, avec prudence, en associant une date à chaque affirmation. Elle m'a informé que la réclamation avait été déposée le 14 octobre de l'année précédente. Elle a indiqué que la déclarante était Darlene Caldwell. Selon le dossier, le sinistre correspondait à une rupture de canalisation dans le vide sanitaire. Cela avait causé l'inondation du sous-plancher, nécessitant le remplacement complet des conduits CVC. Elle a précisé que la facture de réparation, jointe à la réclamation, utilisait l'entête de Caldwell Climate System. Elle comportait mon numéro de licence, ma certification EPA, ainsi qu'une signature qui n'était clairement pas la mienne. Je lui ai demandé de m'envoyer une copie de cette facture, ce qu'elle a fait. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable, assis à la table de ma cuisine à 21h15. Ren dormait dans sa chambre, Jude dans la sienne. Et le manteau de Maggie, accroché près de la porte, captait la douce lumière du couloir. La facture était un faux. L'entête y ressemblait beaucoup, mais il y avait une erreur d'un chiffre dans le numéro de téléphone. La signature était une imitation de mon nom, réalisée par quelqu'un qui avait déjà vu ma signature, mais qui n'avait jamais tenu ma main. Ma mère m'avait vu signer des dizaines de documents au fil des années. Elle m'avait même aidé pour ma première demande de prêt professionnel. Elle savait à quoi ressemblaient mon G et mon C. Et elle les avait presque réussis. Le mot « presque » est ici fondamental. 23 400 €. Versé par Midland Property Insurance à Darlene Caldwell, pour une rupture de canalisation qui n'avait jamais eu lieu. Soi-disant réparée par un entrepreneur qui n'avait jamais été contacté. Le tout, documenté par une facture qui n'avait jamais été rédigée. Ma propre mère avait usurpé mon identité professionnelle, dans le but de commettre une fraude à l'assurance. Je n'ai pas appelé ma mère ce soir-là. J'ai failli le faire. J'ai pris le téléphone à 3 reprises. La 3e fois, je l'ai tenu si longtemps que l'écran s'est éteint dans ma main. Puis, je l'ai reposé. À la place, j'ai ouvert le site de l'évaluateur foncier du comté sur mon ordinateur. C'est là que j'ai découvert la marge de crédit. Mes parents avaient contracté une ligne de crédit sur la valeur domiciliaire de 140 000 €, garantie par l'évaluation de la maison sur Ridgemont Drive. L'évaluation immobilière avait été réalisée 6 mois après la fin de mon installation CVC. La valeur des améliorations listait 2 éléments majeurs, un nouveau système CVC, estimé à 34 000 €, et une rénovation complète de la cuisine, estimée à 22 000 €. Mon travail, ma sueur, mes matériaux, transformés en leur capital. L'historique des tirages de cette ligne de crédit montrait 9 décaissements, étalés sur 22 mois. Absolument tous avaient été virés vers le même compte. Je n'ai pas eu besoin de tracer ce compte pour deviner à qui il appartenait. Le bar de Blake, le Ridgeline Tap, avait ouvert 14 mois plus tôt dans une zone commerciale sur la route 35. Blake avait assuré à la famille qu'il bénéficiait du soutien d'un investisseur. En réalité, cet investisseur n'était autre qu'une ligne de crédit, bâtie sur le travail que j'avais accompli gratuitement. Le bar de Blake faisait faillite. Je le savais, car la femme de Gilly était allée 2 fois. Elle m'avait confié qu'à chaque visite, la cuisine était fermée. La barmaid était Tiffany, la femme de Blake, elle ne boit pas d'alcool et est incapable de servir une bière pression sans faire 3 cm de mousse. Le bar perdait de l'argent à vue d'œil. La ligne de crédit le maintenait sous perfusion. Et la garantie qui sécurisait cette ligne de crédit, c'était ma sueur, mes tuyaux en cuivre, mes conduits, et mes week-ends sacrifiés. Je suis resté longuement assis à la table de ma cuisine. Puis, j'ai ouvert un dernier dossier. Celui-là, je ne l'avais pas regardé depuis 25 mois. L'assurance vie de Maggie. 200 000 €. J'en étais le bénéficiaire principal. À la mort de Maggie, j'avais perçu 120 000 €. J'avais toujours présumé que les 80 000 € restants avaient été placés dans une fiducie, destinée à financer les futures études de Ren et Jude. Ma mère m'avait proposé son aide pour la paperasse. À l'époque, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'étais incapable de tenir un stylo sans que mes mains ne tremblent si fort que ma signature ressemblait au tracé d'un sismographe. Je l'avais laissé faire.
J'avais signé les documents qu'elle me glissait sous les yeux, sans lire chaque page en détail. Le fonds fiduciaire était donc administré par Darlene Caldwell. La fiducie avait reçu un versement initial de 80 000 € de la part de l'assureur. Aujourd'hui, son solde n'était plus que de 4 112 €. 75 888 € avaient été siphonnés sur une période de 20 mois, par le biais de transferts vers le compte exact qui recevait les fonds de la ligne de crédit. Le bar de Blake. Ma mère avait détourné 80 000 € de l'assurance de ma défunte épouse. Cet argent, censé garantir l'avenir de mes enfants, elle l'avait englouti dans un bar en perdition sur la route 35, incapable de faire tourner sa propre cuisine. Elle avait fait cela en coulisses, tout en traitant publiquement mes enfants des « extras ». Elle avait agi ainsi, pendant qu'elle écrivait froidement « extra 1 » et « extra 2 » au marqueur sur des sacs bon marché, dans l'après-midi du 23 décembre. J'ai refermé l'ordinateur portable. J'ai regardé le manteau sur le crochet. Je l'ai observé pendant un long moment. Puis, j'ai appelé Gilles. Il a décroché à la deuxième sonnerie, car Gilles répond toujours à la deuxième sonnerie. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi avec le camion plateau, au 5224 Ridgemont Drive, demain à 14 h. Gilles a répondu, c'est la maison de tes parents. J'ai confirmé, oui. Il a demandé, qu'est-ce qu'on démonte? J'ai répondu, absolument tout ce que j'ai installé. Gilles est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a dit, j'installerai le bras de grue sur le plateau d'ici midi. Joyeux Noël, patron. Et il a raccroché. Le matin du 24 décembre, je me suis réveillé à 5h15. Reine était déjà debout. Elle était assise sur le canapé, blottie dans le manteau rouge de Maggie, avec un bol de céréales sur les genoux. Elle regardait un dessin animé, le volume au minimum pour ne pas réveiller Jude. Elle m'a regardé quand je suis entré dans le salon. Elle ne m'a pas demandé où j'allais. Elle a appris à ne pas me poser de questions qui me forceraient à mentir. Je ne lui ai jamais menti, et elle protège cette confiance avec la ferveur d'un enfant qui veille sur une chose irremplaçable. J'ai appelé Bud Kowalski à 6h30. Bud a 71 ans. C'est un tuyauteur à la retraite. Il vit de l'autre côté de la rue, en face de chez mes parents sur Ridgemont Drive, depuis avant même ma naissance. Quand j'avais 11 ans, c'est Bud qui m'a appris à braser un joint en cuivre dans son garage. Quand j'en ai eu 17, c'est lui qui a rédigé une lettre de recommandation pour mon premier emploi. À la mort de Maggie, Bud a déneigé mon allée chaque matin, pendant 19 jours consécutifs. Il n'a jamais frappé à la porte. Il n'est jamais entré. Il laissait simplement un thermos de café noir sur le perron, tous les jours à 5h40. Le bouchon était toujours légèrement dévissé, car il savait que mes mains tremblaient trop pour l'ouvrir. Le 19e matin, j'ai ouvert la porte alors qu'il était encore sur l'allée. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Il a juste hoché la tête, puis il est retourné chez lui, de l'autre côté de la rue. Bud est ce genre d'homme. Il ne parle pas beaucoup. Il agit, et il n'oublie rien. Je lui ai expliqué ce que je m'apprêtais à faire. Il a simplement répondu, je serai sur mon Porsche. Ce fut sa seule réaction. Le 24 décembre, à 14h07 précise, j'ai engagé la camionnette de Caldwell Climate System sur Ridgemont Drive. Gilles me suivait avec le camion plateau, le bras de grue replié. Ma répartitrice était restée chez elle, en famille. Il n'y avait que Gilles et moi. Le nom de mon entreprise s'affichait en grandes lettres bleues foncées sur les panneaux latéraux de la camionnette. Mon numéro de licence était peint au pochoir sur le haillon du plateau. Le quartier était paisible. De cette tranquillité si particulière des après-midi de réveillon. Des guirlandes aux fenêtres, des voitures stationnées dans les allées. 3 maisons plus loin, un homme accrochait une dernière rangée de lumière à sa gouttière. De l'autre côté de la rue, une femme déchargeait des cadeaux emballés de son coffre, pour les rentrer chez elle. Bud était sur son Porsche, en manteau. Il tenait une tasse d'où s'échappait un filet de vapeur. J'ai garé la camionnette devant l'allée de mes parents. Gilles a reculé le camion plateau sur l'herbe, juste à côté de la maison, là où le condenseur reposait sur sa dalle en béton. Le bras de la grue a émis un fort gémissement hydraulique lorsque Gilles a commencé à le déployer. C'est un bruit qui porte. Dans une rue calme, par un après-midi sans vent, ce son résonne à 3 maisons à la ronde. L'homme aux guirlandes a cessé son travail. Il est descendu de son échelle, barreau par barreau,
et s'est planté dans son allée pour observer. La femme au cadeau a posé sa dernière boîte sur son Porsche, sans rentrer chez elle. 2 maisons plus bas, une porte de garage s'est ouverte. Un adolescent en est sorti, tenant un ballon de basket qu'il n'a pas fait rebondir. Il est simplement resté là, figé. Les rideaux du salon de ma mère ont bougé. J'ai aperçu son visage dans l'entrebâillement. Je l'ai vu repérer la camionnette. Je l'ai regardé déchiffrer les lettres sur le flanc. Ces mêmes lettres qui formaient le nom de mon entreprise, cette entreprise qu'elle avait utilisée pour commettre une fraude à l'assurance, 14 mois plus tôt. Son visage est resté figé dans l'ouverture pendant 6 longues secondes. Puis, les rideaux se sont refermés. La porte d'entrée s'est ouverte. Elle est sortie dans son pull de Noël, chaussée de ses chaussons d'intérieur. Elle était bien coiffée. Son rouge à lèvres était impeccable. Elle attendait des invités. Elle ne m'attendait pas, Grayson, qu'est-ce que cela signifie? J'étais déjà sur le côté de la maison, armé d'une clé à douille, en train de déconnecter les conduites de réfrigérant du condenseur. Je n'ai pas levé les yeux. Grayson, réponds-moi. Que fais-tu à ma maison? J'ai répondu d'une voix parfaitement calme, je retire le système de climatisation et de chauffage que j'ai installé. Le matériel est enregistré au nom de Caldwell Climate System. Il n'a jamais été vendu, transféré, ni offert par écrit. J'ai le contrat d'installation original dans la camionnette. Ce système est ma propriété. Je le récupère. Mon père est apparu derrière elle. Hank s'est tenu sur le porche, les mains dans les poches. Il a regardé Gilles sur le camion. Il a dévisagé le bras de la grue. Il m'a fixé, avec ma clé à la main. Mon fils, c'est la veille de Noël. Tu ne vas pas démolir notre maison le soir du réveillon, simplement parce que tes sentiments ont été blessés hier. Mes sentiments n'ont pas été blessés, papa. Mes enfants ont été traités d'extra par leur propre grand-mère. Pendant ce temps-là, elles dépensaient l'argent de l'assurance de leur mère décédée, pour renflouer le bar de Blake. L'homme situé à 3 maisons de là a entendu ma phrase. Je le sais, car il a fait un pas en arrière, avant de s'immobiliser complètement. La femme sur son Porsche s'est couvert la bouche avec la main. Bud a pris une gorgée de son café. Si vous m'avez lu jusqu'ici, restez. Le coin Reddit, c'est là où l'on règle ses comptes, le soir de Noël. La voix de ma mère a changé. Elle est passée de l'autorité à la menace, en une fraction de seconde. Tu vas arrêter ça immédiatement. Je vais appeler la police. Je lui ai répondu, appelle-les. J'ai le contrat d'installation, l'enregistrement, et une lettre de mon avocat. Ce système est à moi. La police te confirmera exactement la même chose. Mon père a descendu les marches du Porsche. Il s'est approché de l'endroit où je travaillais. Il s'est tenu si près que je pouvais sentir l'odeur du bourbon, provenant de son verre resté dans le salon. Sa voix est devenue sourde, comme à chaque fois qu'il confond le volume sonore et l'autorité. Tu vas détruire cette famille, tout ça pour une chaudière. J'ai rétorqué, je retire ma propriété d'une maison qui a servi à escroquer mon assurance, ma ligne de crédit, ma licence professionnelle, et les enfants de ma femme décédée. Il a ajouté, Maggie aurait honte de toi. Je me suis arrêté. J'ai posé la clé sur la dalle de béton. Je me suis redressé. J'ai dévisagé mon père. Il mesurait 8 cm de moins que moi. Il a toujours été plus petit que moi de 8 cm, sans jamais l'admettre une seule fois. Ne prononce plus jamais son nom. Et il ne l'a plus jamais prononcé. Gilles avait positionné le bras de la grue au-dessus de l'unité de toit. Le sifflement hydraulique a repris. C'était un son aigu, net, qui balayait la rue comme une sirène ininterrompue. D'autres portes se sont ouvertes. Davantage de curieux sont sortis. Une femme vêtue d'un tablier rouge s'est postée sur sa pelouse, tenant un saladier. Un homme en sweatshirt des Bengales est apparu, son téléphone déjà braqué sur nous. C'était la veille de Noël sur Ridgemont Drive. Tout le quartier regardait un homme priver ses parents de chauffage. Le pick-up de Blake a tourné au coin de la rue à 14h31. Il s'est garé brusquement. Il a bondi hors du véhicule, sa veste grande ouverte, les clés serrées dans la main. Il a regardé le camion plateau. Il a fixé le condenseur, déjà débranché et posé sur un diable. Puis, il m'a foudroyé du regard. « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» J'ai répondu, « Je reprends ce qui m'appartient. »
Il s'est exclamé, ce système fait partie intégrante de cette maison. J'ai répliqué, ce système est enregistré au nom de mon entreprise et n'a jamais été cédé. Il ne fait pas partie de cette maison. C'est un inventaire que j'ai installé, sans jamais le facturer. Demande à ton avocat. Ou plutôt. Demande au mien. La lettre de mise en demeure t'attend dans la boîte aux lettres de ta mère. Blake a ouvert la bouche. Puis il l'a refermée. Il a jeté un œil vers Tiffany. Elle s'est égarée derrière lui, enfermée dans sa voiture, le moteur allumé et la vitre entr'ouverte. Elle ne comptait pas sortir. J'ai plongé la main dans ma camionnette pour en sortir un dossier beige. Il n'était pas épais, il comptait seulement 6 pages. Je l'ai tendu à ma mère. Elle s'en est saisie, car elle ne savait que faire de ses mains. La page 1 correspond au contrat d'installation. Il prouve que Caldwell Climate System est l'unique propriétaire du matériel CVC situé à cette adresse. La page 2 est un privilège d'entrepreneur. Déposé ce matin pour un montant de 56 000 €. Il couvre le système ainsi que la rénovation de la cuisine que, selon tes dires, Blake aurait financé. La page 3 est une mise en demeure officielle pour les 86 400 € de versements hypothécaires. Je paie cette maison depuis 4 ans. À raison de 1 800 € par mois. La page 4 est une copie de la fausse déclaration d'assurance, soumise à Midland Property Insurance. Tu as utilisé mon numéro de licence, ma certification EPA, et tu as imité ma signature. J'ai déjà discuté avec leur enquêtrice. Elle s'appelle Denise Blackwell. Et elle te contactera après les fêtes. La page 5 est un relevé de la ligne de crédit, contractée sur la valeur des améliorations que j'ai réalisées de mes propres mains. 140 000 €. L'intégralité a été siphonnée pour financer le bar de Blake. Blake a fait un pas en arrière. Son talon a buté contre le trottoir. Il n'est pas tombé, mais il a failli perdre l'équilibre. Et failli, c'est exactement ce que tous les passants de la rue ont vu. Ma mère tenait toujours le dossier, mais elle ne le lisait pas. Elle me dévisageait. Son rouge à lèvres était immaculé, 10 minutes plus tôt. Il l'était toujours, mais le visage qui le portait s'était métamorphosé. La page 6, ai-je poursuivi, est un relevé du compte fiduciaire destiné à l'éducation des enfants Caldwell. Il a été financé par l'assurance vie de Maggie. Solde initial, 80 000 €. Solde actuel, 4 112 €. 75 888 € ont été détournés en 20 mois. Vers le même compte qui encaissait ta ligne de crédit. Le bar de Blake. Tu as volé l'argent de ma défunte épouse, censé payer les études de ses enfants, pour le dilapider dans un bar qui ne sert même plus à manger. Et par-dessus le marché, tu as osé écrire d'extra sur leur sac cadeau. La femme au tablier rouge, en face, a abaissé son saladier contre sa hanche. L'homme au sweatshirt a baissé son téléphone. Bud a posé sa tasse sur la rambarde de son Porsche, et a appuyé ses 2 mains sur ses genoux. Les doigts de ma mère se sont crispés sur le dossier. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. La main de mon père a cherché la rampe derrière lui, s'y agrippant fermement. Blake, lui, fixait le trottoir. J'ai conclu, tu les as traités d'extra, maman. Puis, tu as volé 80 000 € de l'assurance de leur mère morte, pour les donner au bar de Blake. 22 mots. Je ne les avais pas préparés. Ils ont jailli d'un bloc, froid et tranchant. Ils ont atterri avec le bruit sourd d'une clé jetée sur une dalle en béton. Le bruit d'un outil dont on n'a plus besoin, et qu'on ne ramassera jamais. Ma mère a tenté une dernière manœuvre. Elle a porté la main à sa poitrine. Ses doigts se sont écartés sur sa clavicule. Elle a légèrement fléchi les genoux. Elle a gémi, Grayson, tu me provoques une crise cardiaque. Je n'arrive plus à respirer. Que quelqu'un appelle une ambulance. Absolument personne n'a bougé. Les voisins sont restés immobiles. Gilles n'a pas scié. Blake est resté figé. Bud, depuis l'autre côté de la rue, a lancé une phrase à la cantonade, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle a fait exactement la même comédie lors de la fête de quartier de 2019, quand quelqu'un lui a parlé de sa clôture. La main de ma mère est retombée le long de son corps. Elle s'est redressée. Sa crise cardiaque venait de se terminer. Elle aura duré 4 secondes. Je me suis tourné vers Gilles, on termine. L'unité de toit a été déposée à 14h58.
La chaudière est sortie par le garage à 15h20. Le thermostat a été arraché du mur à 15h27. Gilles a chargé la dernière pièce sur le plateau à 15h41. J'ai parcouru la maison une dernière fois pour débrancher l'humidificateur et sceller la conduite de gaz. La température de la maison chutait déjà. Le thermostat n'était plus là, mais je sentais le froid mordre l'air. Nous étions en décembre, dans l'Ohio. Avant minuit, il ferait moins de 7 degrés à l'intérieur. J'ai passé la porte d'entrée. Ma mère était assise sur les marches du porche. Affaissée, pas debout. Son pull de Noël arborait un renne en paillettes. Les sequins accrochaient les ultimes lueurs de l'après-midi. Mon père téléphonait à l'intérieur. À travers la contre-porte, je l'entendais s'agiter. « Oui, c'est une urgence de chauffage. Il me faut un technicien ce soir. C'est le réveillon de Noël. » Il appelait des réparateurs de chaudières. La veille de Noël, à Dayton, Ohio, toutes les entreprises du secteur étaient fermées. Il allait s'en rendre compte, cet appel plus tard. Blake et Tiffany avaient filé. Leur pick-up était parti à 15h15. Blake avait essayé de m'adresser la parole, mais mon regard l'avait fait taire. Sa phrase inachevée commençait par « Grayson, tu dois comprendre ». Il n'a jamais pu la terminer. Mon visage lui indiquait clairement que je n'avais rien à comprendre. Le temps de la compréhension était révolu. Il avait pris fin le 23 décembre, à 15h47, lorsque ma fille s'était demandé pourquoi le Père Noël l'avait oublié. Je suis monté dans ma camionnette. Gilles a démarré le camion plateau. Le bras de la grue était replié. Le condenseur, la chaudière, l'unité de toit, l'humidificateur et le thermostat reposaient sur le châssis, solidement sanglés sous une bâche. 56 000 € de mon labeur, chargé à l'arrière d'un véhicule roulant vers l'est sur Ridgemont Drive, le soir de Noël. Les voisins nous observaient depuis leurs allées, leurs porches et leurs fenêtres. Personne n'a fait signe d'adieu à la maison que nous laissions dans notre sillage. Bud a soulevé sa tasse à mon passage. Un léger hochement. Rien de plus. Les 8 événements survenus au cours des 3 semaines suivantes ne sont pas de vagues résumés. Ce sont des faits avérés. La première chose fut le froid. À minuit le soir de Noël, la maison de Ridgemont affichait 6 degrés. Mon père avait contacté 11 entreprises de dépannage, tout était close. Il a joint un plombier, qui lui a conseillé d'acheter des radiateurs d'appoint chez Walmart. Le Walmart de Miller-Land fermait à 18h ce jour-là. Mon père y est arrivé à 18h12. Porte close. Il a fait le tour de 3 stations-service. L'une d'elles vendait un unique radiateur électrique, pour 89 €. Il l'a acheté. L'appareil suffisait à peine à chauffer une pièce. Mes parents ont dormi dans le salon, ensevelis sous 4 couvertures. Ils se réchauffaient avec leur radiateur à 89 €, et la porte de leur four grande ouverte. C'était un four à gaz. Les pompiers leur auraient formellement interdit de faire cela. Mais personne n'a appelé les pompiers. La deuxième chose fut le privilège d'entrepreneur. Mon dépôt de garantie de 56 000 € avait été officialisé le 23 décembre, la veille du démontage. Il était directement rattaché à la propriété de Ridgemont Drive. En janvier, lors de la vérification trimestrielle des titres par la société de prêt hypothécaire, le privilège est apparu. La société a envoyé un courrier. La lettre stipulait que ce privilège constituait une rupture de contrat sur l'hypothèque en cours. La banque leur accordait 60 jours pour régler la situation, sous peine d'entamer une procédure de saisie immobilière. La troisième chose fut l'appel de Denise Blackwell. Elle a contacté mes parents le 27 décembre. Elle les a interrogés sur leur déclaration de dégâts des eaux, datant d'octobre de l'année précédente. Elle a posé des questions sur la facture de Caldwell Climate System, et sur la signature. Ma mère a prétendu que j'avais moi-même autorisé cette procédure. Denise a demandé une preuve écrite de cet accord. Ma mère a promis de la chercher. Denise a accepté de patienter. Ma mère n'a jamais rappelé. Le 4 janvier, Midland Property Insurance a transféré le dossier au service des fraudes du département des assurances de l'Ohio. Une enquête officielle a été ouverte. La quatrième chose concernait la ligne de crédit. Suite au dépôt du privilège d'entrepreneur, la banque gérant ce crédit a procédé à une nouvelle vérification du titre de propriété. Le privilège est remonté à la surface. La banque a immédiatement gelé les fonds. Plus aucun retrait n'était possible.
Jusque-là, le bar de Blake siphonnait 6 000 € par mois pour couvrir les salaires et le loyer. En janvier, les caisses étaient vides. Blake n'a pas pu payer son bailleur. Le 9 janvier, un avis d'expulsion sous 5 jours a été placardé sur la porte du Ridgeline Tap. Le 14 janvier, le bar tirait définitivement le rideau. Une pancarte indiquait « Fermeture temporaire ». C'était un mensonge. La 5e chose fut la fiducie. Le 28 décembre, mon avocat a exigé la restitution officielle des 75 888 € auprès de Darlene Caldwell, administratrice du Fonds d'études des enfants Caldwell. Cette mise en demeure s'accompagnait d'un signalement au bureau du procureur du comté de Montgomery, pour détournement d'un fonds fiduciaire destiné à des mineurs. Le 3 janvier, une enquête préliminaire était ouverte par le procureur. L'avocat de ma mère a contacté le mien le 6 janvier, afin de négocier un échelonnement de la dette. Mon avocat lui a répondu que le procureur n'était pas ouvert aux négociations. La 6e chose fut la réaction du voisinage. Le 26 décembre, Irene, l'épouse de Bud, a envoyé un email au groupe communautaire de Ridgemont Drive. Elle y résidait depuis 44 ans, et organisait la chasse aux œufs de Pâques du quartier depuis 1998. Son message disait « Pour ceux qui étaient absents le soir du réveillon, sachez que le chauffage de Darlene et Hank Caldwell a été légalement démonté par leur fils, Grayson. C'est lui qui l'avait installé gratuitement. Le fonds d'études de ses enfants, financé par l'assurance vie de leur défunte mère, a été détourné pour renflouer le bar de Blake sur la route 35. Et les sacs cadeaux que Darlene a offerts à ses mêmes enfants le 23 décembre, portaient le mot extra écrit au marqueur. La liste de diffusion comptait 71 inscrits. Irene n'a ajouté aucun commentaire personnel. C'était inutile. Au 28 décembre, pas un seul voisin n'avait toqué chez mes parents pour prendre de leurs nouvelles. La chaîne de solidarité de Ridgemont Drive, d'ordinaire si prompte à distribuer des plats faits maison aux malades ou aux endeuillés, est restée de marbre. Personne n'a apporté le moindre plat. Aucun tas de bois de chauffage n'a été déposé. Aucun radiateur de dépannage n'a été prêté. Cette rue m'avait vu grandir. Elle m'avait vu enterrer mon épouse. Elle avait vu Bud déblayer mon allée pendant 19 jours. Cette même rue a jeté un regard aux fenêtres sombres de mes parents, et a détourné les yeux. La 7e chose concernait Blake. Il a débarqué à mon appartement le 11 janvier, sans prévenir. Il a sonné à la porte. Je lui ai ouvert. Il portait la même veste que la veille de Noël, toujours non zippée. Il a soufflé, « Grayson, le bar a coulé. Tiffany a emmené Parker chez sa sœur. Je suis ruiné. Je te demande de lever ton privilège d'entrepreneur. Je ne te demande pas ton pardon. Je te supplie juste de me laisser une chance de repartir à zéro. » Je l'ai dévisagé. J'ai failli lui rappeler le contenu de la page 6 du dossier. La partie concernant l'assurance de Maggie. Le fait que son bar tenait debout grâce à l'argent d'une femme décédée, un argent destiné à ses orphelins. Mais je me suis tu. Je l'avais déjà crié dans l'allée. Il m'avait entendu, mais il avait délibérément choisi de faire la sourde oreille. Ce fardeau lui appartenait. J'ai refermé la porte, avec la même précaution que j'utilise dans les foyers que je respecte. Lentement. Sans faire de bruit. Et j'ai tourné le verrou. Blake est resté figé sur le pas de la porte pendant 9 minutes. C'est mon voisin qui me l'a rapporté plus tard. Il n'a pas frappé une seconde fois. La 8e chose s'est produite un dimanche matin, à la mi-janvier. Ma mère était seule dans la maison de Ridgemont Drive. Mon père s'était réfugié chez son frère à Centerville pour regarder le football, car leur maison était toujours privée de chauffage central. Il survivait avec 3 misérables radiateurs d'appoint, une couverture chauffante, et une facture de gaz divisée par 2 fautes de chaudière. Ma mère se trouvait dans la cuisine. Elle était assise à la table que j'avais rénovée pour elle, 2 ans auparavant. Elle scrutait son téléphone. La conversation familiale de groupe, qu'elle administrait depuis 9 ans avec ses 38 membres, était ouverte sur l'écran. Le dernier message datait de 5 jours. Il provenait de sa propre sœur, et tenait en une ligne, « Darlene, je ne peux pas excuser ce que tu as fait avec l'argent de Maggie. Ne me recontactez pas tant que tu n'auras pas réparé tes torts envers ses enfants. » Ma mère avait rafraîchi la page 11 fois, ce matin-là. Aucun nouveau message. Cette conversation, véritable centre de son univers, restait muette. La cuisine que j'avais métamorphosée était la seule pièce vivable,
grâce au radiateur glissé sous la table. Elle était assise dans une cuisine conçue par mes soins, dans une maison chauffée par mes efforts, à une table poncée et vernie par mes mains. Seule, en ce dimanche de janvier. Sans un coup de fil, sans une visite. Personne ne s'inquiétait de son sort. Car les habitants de cette rue, qui la côtoyaient depuis 40 ans, avaient lu l'email d'Irene Kowalski. Et ils avaient tranché, une femme capable d'écrire l'extra sur les cadeaux d'enfants ayant perdu leur mère, ne méritait pas la moindre compassion. Le matin de Noël, dans notre appartement de Birchland. Un petit sapin trônait dans un coin. Il était décoré avec des guirlandes lumineuses du magasin à 1 euro. Le vrai magasin à 1 euro. J'y étais allé exprès, car ces lumières offraient l'exacte nuance orangée que Reine désirait. Jude, en pyjama sur le sol, déballait un télescope d'occasion. Je l'avais déniché dans un prêteur sur gage de Wayne Avenue, pour 35 euros. La lentille était impeccable, et le trépied très stable. Jude ignorait que c'était de l'occasion. Et il s'en fichait éperdument. Il la braquait vers le plafond, émerveillé, jurant pouvoir y observer la lune. Il n'y a pas de lune au plafond. Mais il a 6 ans, et c'est amplement suffisant. Reine a déballé son cadeau avec une lenteur calculée. Des livres de bibliothèque enveloppés dans du papier journal. Elle m'avait confié un jour adorer le bruissement du papier journal qu'on déchire. Un journal intime avec un cadenas. Et une boîte de crayons de couleur. La bonne marque, un coffret métallique de 36 pièces. Elle les a alignés minutieusement sur le tapis, par dégradé de couleur. Elle n'a pas dit un mot. Ce n'était pas nécessaire. Bud est passé nous voir à 8h15. Il apportait une boîte de roulés à la cannelle, préparée par Irene à 5h du matin. Il s'est perché sur la coudoir du canapé, refusant toujours de monopoliser les places confortables. Jude lui a fièrement exhibé son télescope. Bud a louché dans l'oculaire, pointé vers le plafond, et a confirmé, c'est indéniablement la lune. Jude a triomphé, je te l'avais dit. Les yeux de Bud se sont embués, et il a détourné le visage pour que Jude ne s'en aperçoive pas. Le manteau rouge de Maggie reposait sur son crochet, près de l'entrée. La lumière matinale traversait l'imposte, frappant le col avec un angle précis. Ce rayonnement donnait au rouge une profondeur inédite. Reine l'a contemplé un instant. Elle ne s'est pas levée pour y enfouir son visage. Elle n'en ressentait plus le besoin. Elle était assise par terre, dans un appartement douillet. Elle possédait un journal secret avec un vrai cadenas. Elle avait un père qui ne lui avait jamais menti. Et elle savourait les roulés à la cannelle d'un vieil homme bienveillant, le même qui avait déneigé notre allée pendant 19 jours, et qui dévissait le bouchon de mon thermos, par pure compassion. À l'autre bout de la ville, sur Ridgemont Drive, la maison stagnait à 6 degrés. Le petit radiateur tournait à plein régime sous la table de la cuisine. La facture de gaz mensuelle plafonnait à 14 euros, en l'absence de chaudière. Le titre de propriété était entaché d'un privilège. L'enquête pour fraude à l'assurance suivait son cours. Le dossier du procureur restait actif. La discussion familiale ne comptait plus que 3 membres fantômes, muets depuis le 8 janvier. Le bar de Blake était scellé par un cadenas, son avis d'expulsion gondolant sous la pluie. Tiffany n'avait pas appelé Blake depuis 6 jours. Parker séjournait dans un autre état. La sœur de ma mère n'avait jamais rappelé. Et pour la première fois en 31 ans, la liste d'inscriptions pour la chasse aux œufs de Pâques d'Irene Kowalski, distribuée chaque 15 janvier, excluait la maison des Caldwell de son itinéraire. Sur Birchland, Reine classait ses crayons par nuance. Jude scrutait la lune sur le plafond. Bud dégustait son roulé à la cannelle. Le manteau cramoisi veillait sur son crochet. Mon café était brûlant. L'appartement baignait dans une douce chaleur de 20 degrés, diffusée par un système que j'avais moi-même mis en place. Je payais mon loyer à la sueur de mon front, grâce à ce métier que ma mère réduisait à de la réparation de chaudière. C'était un travail honnête, et cette chaleur m'appartenait légitimement. Ces enfants n'étaient pas des figurants, ni des extras. Ils étaient tout pour moi. Ils étaient ma seule raison de vivre. Si ce récit a croisé votre route aujourd'hui, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Partagez-le avec cette personne de votre entourage que l'on a qualifiée des extras, et qui s'est finalement avérée être celle qui gardait la maison au chaud. Ma fille s'appelle Reine. Mon fils se nomme Jude. Le manteau de leur mère est toujours accroché à l'entrée. Le café est encore chaud. La porte est bien verrouillée.
Le chauffage ronronne doucement. Et depuis 22 jours, absolument personne n'a frappé à la porte de mes parents, sur Ridgemont Drive. Les crayons sont triés par couleur. Le télescope scrute la lune. Et le manteau rouge capte merveilleusement la lumière.